Donc, partie numéro 3, négociation et offre d'achat. Donc, toujours trois parties, trois sous-parties. Qu'est-ce que nous allons voir dans cette partie numéro 3? Donc, première sous-partie, technique de négociation, conseils pratiques pour négocier le prix d'achat et les conditions de vente avec les vendeurs ou son représentant. Donc, en général, soit on a le vendeur qui vend direct, ou soit il se fait représenter par soit un notaire ou généralement un agent immobilier. Deuxième sous-partie, réalisation d'une offre d'achat, s'orienter en tant qu'investisseur à travers le processus d'élaboration d'une offre d'achat compétitive et engageante. Et enfin, troisième sous-partie, conditions suspensives, l'importance des conditions suspensives dans le processus d'achat pour protéger l'acheteur ou l'investisseur en cas de problème. Allez, c'est parti pour la première sous-partie. Technique de négociation, conseils pratiques pour négocier le prix d'achat et les conditions de vente avec le vendeur ou son représentant. Donc, principe de base, concept de base de la négociation tels que la préparation, l'écoute active et la recherche de solutions gagnant-gagnant. Donc là, effectivement, on est dans un deal. L'idée qu'on va rechercher, c'est d'avoir le vendeur qui accepte de nous vendre et encore mieux qui accepte de nous vendre au prix qu'on va lui proposer. Donc première chose, ça va être de savoir, alors dans un premier temps, est-ce qu'on est en contact directement avec le vendeur ou est-ce que celui-ci se fait représenter par un agent immobilier? Si celui-ci se fait représenter par un agent immobilier, j'ai envie de dire, ça peut être simple et moins simple. Pourquoi? Parce que on peut se dire ça peut être simple parce que en fait nous on va grosso modo donner tout ce que en fait nos conditions à nous à l'agent immobilier et c'est l'agent immobilier grosso modo entre guillemets qui va faire le sale travail auprès du vendeur. Ce qu'il faut savoir, c'est que parfois l'agent immobilier il a peur en fait de proposer les prix que l'acheteur propose et du coup en fait tout simplement il va dire à l'acheteur non, le vendeur refusera de vendre alors que tout simplement en fait soit il en sait rien ou soit tout simplement il a peur de donner en fait le prix auprès du vendeur. Donc ça c'est un premier problème. Et la deuxième partie, j'ai envie de dire, même la priorité, c'est de savoir en fait pourquoi est-ce que le vendeur vend. Est-ce qu'il veut s'en séparer? Est-ce qu'il veut s'en séparer? Est-ce qu'il a un problème de santé? Est-ce qu'il a une mobilité? Est-ce qu'il est en phase de divorce? Est-ce qu'il a un problème de santé? Est-ce que tout simplement il a envie d'arbitrer son bien immobilier pour partir sur une autre opération? Ou je ne sais pas, est-ce qu'il est en instance de divorce? Ou est-ce que voilà, il peut avoir plusieurs situations. Ce qu'il faut savoir également, c'est que des fois, en fonction du temps de détention du bien immobilier, on a plus ou moins une marge de manœuvre qui est plus intéressante. Effectivement, si le vendeur a acheté son bien depuis plus de 20 ans, 25 ans, bah en fait, il a déjà remboursé son prêt. Donc, il va essayer de vouloir récupérer son cash, peut-être pour partir en retraite, peut-être pour partir sur une autre opération. Donc, en fait, l'écoute et en fait, le fait de s'intéresser à la personne en face va permettre de donner des informations qui vont permettre derrière de négocier, de faire une proposition qui sera intéressante. Donc, facteur de négociation, identifier les différents éléments négociables dans une transaction immobilière, tels que le prix d'achat, les délais de clôture et les conditions de financement. Ce qu'il faut savoir, c'est que en général, on sait que lorsqu'un vendeur achète, il y a un délai pour obtenir un prêt, ça peut être 30, 60, 90 jours. En général, quand on est expatrié, on va demander plutôt 90 jours pour obtenir un prêt, sachant qu'avec les jours fériés, les vacances scolaires, etc., ça peut aller au-delà. Et le fait, en fait, de ne pas mettre de conditions suspensibles ou tout simplement de dire à l'acheteur, moi, je suis sûr de clôturer le deal sous 30 ou 60 jours, voire même, dans le cas, on va dire, assez exceptionnel de payer cash le bien, ça peut mettre un coup de pression psychologique au vendeur et du coup obtenir un prix négocié plus intéressant qu'un autre acheteur qui lui devra passer par le processus de crédit, de demande de dossier bancaire, etc., qui peuvent en fait générer un risque de refus de dossier. Et bien entendu, les conditions de financement. Effectivement, quand on paye cash, il y a pas de besoin de conditions de financement via un prêt bancaire. Donc là, effectivement, il peut avoir une marge de manœuvre au niveau de la négociation, sachant que il est tout à fait possible de payer cash un bien et bien sûr de se faire refinancer après par la banque. Donc ça aussi, c'est une méthode qui, on va dire, c'est une stratégie bancaire qui permet également de passer devant un autre acheteur. Moi, j'ai déjà vu des acheteurs qui étaient sous compromis et qui se sont fait passer devant par un autre acheteur qui lui payait cash
le bien immobilier. Donc ça, voilà, ça peut être un facteur de négociation. Quand on a deux clients qui veulent se positionner sur un bien, l'un passe par le crédit bancaire, l'autre paye cash, en général, celui qui paye cash passe devant l'autre, voire même avec une négociation de prix. Bien entendu, au sein de la stratégie de communication, conseil sur la manière de communiquer efficacement avec le vendeur ou son agent immobilier pour obtenir le meilleur résultat. Alors bien entendu, quand on est directement en face du vendeur ou du marchand de biens versus l'agent, je pense que, alors moi personnellement, pour être passé 2 fois directement par un vendeur, alors moi je crois que sur un bien, la plus grosse négociation que j'ai fait, c'était 50 000 euros sur un achat. Bien entendu, plus le prix est gros, plus la marge de négociation est grosse. On négocie un bien à 10 millions, donc ça va être, on va dire, plus facile de négocier 1 million de rabais versus un bien à 2 millions. Négocier 50% du prix, ça va être plus compliqué. Donc bien entendu, au niveau de la stratégie de communication, toujours être à l'écoute et j'ai envie de dire toujours être dans le... Alors parfois, en fonction du profil qu'on a en face, donc ça c'est des techniques de négociation, il sera intéressant de prendre son temps par rapport à la réponse à apporter par rapport à la partie qu'on a en face. Mais bien entendu, dans la phase d'écoute, j'ai envie de dire la première partie, c'est essayer de comprendre pourquoi le vendeur vend. Je vais donner un exemple. Moi, dans une des transactions que j'ai faites, je crois que c'était la dernière, je sais que le vendeur voulait vendre parce qu'il voulait arbitrer son bien pour partir sur une autre opération plus grosse. Avant moi, donc il y avait un acheteur qui s'était positionné. J'ai su qu'il n'avait pas eu son prêt. Et pendant un moment, le vendeur n'avait pas de client potentiel. Donc potentiellement, j'étais le seul client qu'il avait sous la main. Et si moi, je lui achetais pas, lui ne pouvait pas faire son opération avec son associé pour une opération, je crois, à 900 000 euros. Donc grosso modo, en fait, j'étais le seul potentiel candidat qui lui permettait, grosso modo, de le libérer de ce bien immobilier pour que lui parte sur une autre opération. Donc ça, je l'ai su. Et comment je l'ai su? Tout simplement en posant des questions. Voilà, des fois, ça peut être des questions détournées. Pourquoi est-ce qu'il vend? Au départ, il va dire tout simplement, ça fait longtemps que je l'ai eu. Et après, en creusant, on voit que il a le bien tout simplement que depuis un an. Pourquoi il veut vendre au bout d'un an? Est-ce qu'il y a un problème sur le bien? Et non, effectivement, il voulait tout simplement arbitrer sur une autre opération. Prenons l'exemple d'un autre client qui lui vend son bien après 25 ans de détention. On sait tout simplement qu'il a remboursé son crédit immobilier. Donc lui, en fait, il ne va pas être à cheval sur le fait de toucher une somme pour payer la banque, vu qu'il a déjà payé la banque. Donc il sera beaucoup plus ouvert à la négociation. Voilà, donc il y a plein de paramètres comme ça. Est-ce que la personne est en instance de divorce? Est-ce qu'ils sont deux à se batailler pour justement toucher une partie du bien? Dans ce cas-là, les deux personnes vont être tellement pressées de vendre, en fait, qui seront OK pour vendre en faisant une sous-value, en fait. Donc une moins-value. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a deux personnes qui sont en association et qui veulent vendre pour se débarrasser de l'association? Parce que nul n'est censé rester dans une association. Bref, voilà, tout ce genre de questions qui vont faire que dans un premier temps, il faut être à l'écoute, poser le maximum de questions. Si on n'est pas directement avec le vendeur, il faut passer directement par l'agent immobilier et c'est le travail de l'agent immobilier qui, lui, se chargera de poser les questions, sachant qu'en général, l'agent immobilier, quand il rentre le bien au sein de son agence, il se charge de poser toutes les questions au vendeur et en fait, en général, il aura les informations qu'il pourra communiquer à l'acheteur et du coup, dans la stratégie, il faudra se servir de ces informations pour baisser le prix au maximum. Donc moi, comme dit, la plus grosse négociation que j'ai fait, c'est moins 50 000 euros. Après, bien entendu, si c'est un bien qui est dans une zone très tendue, on a plusieurs acheteurs qui se positionnent sur le même bien, là, en général, ça va être compliqué de négocier ou de faire de grosses négociations. J'ai envie de dire toujours se positionner comme un investisseur. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui se positionnent sur un bien immobilier avec de l'émotion, avec du cœur, et souvent, en fait, ils vont essayer de négocier en fait de la mauvaise manière, c'est-à-dire qu'ils vont être prêts déjà à négocier rapidement et surtout à accepter le premier prix sans même négocier par principe en souvent en achetant plus cher que le marché en fait. Et ça c'est un gros problème et j'ai envie de dire par principe toujours essayer de négocier même si on parle de j'ai envie de dire 1000 euros mais pour le principe en général 1000 euros ça passe toujours et en plus j'ai envie de dire le plus intéressant quand on fait une négociation je veux dire, c'est normal d'avoir le vendeur qui refuse la négociation, qui dit non par rapport à une proposition, mais après, c'est à lui de revenir avec une contre-proposition. Donc, des fois, il y a des vendeurs qui vont se braquer en disant tout simplement je te vends plus le bien, ce qui m'est arrivé.
Mais après, voilà, c'est à l'acheteur de rassurer via l'agent immobilier ou via l'acheteur directement, de rassurer en disant voilà, mettons les égos de côté, essayons de trouver le meilleur prix pour qu'on puisse arriver à une conclusion du deal. Voilà, encore une fois, posez des questions, restez en mode investisseur, ne pas entrer dans un mode émotif, avec de l'émotion, avec le coup de cœur, parce qu'en général, c'est là qu'on achète sans négocier et qu'on achète au mauvais prix et c'est là qu'on fait des erreurs. Deuxième sous-partie, réalisation d'une offre d'achat, s'orienter en tant qu'investisseur à travers le processus d'élaboration d'une offre d'achat compétitive et engageante. Donc là, on parle d'investisseurs, ce qui est bien qu'on ait expatrié nos résidences et qu'on est à distance. Donc voilà, on peut toujours se positionner sans être dans l'affectif, sans être dans la proximité du bien. Donc là, déjà, ça donne une position qui est, on va dire, avantageuse par rapport à d'autres personnes qui, eux, en fait, visitent le bien, qui ont vu le bien, parfois qui veulent acheter le bien immédiatement et qui peuvent faire des erreurs. Donc, premier point, structure de l'offre, les éléments essentiels d'une offre d'achat, y compris le prix proposé, les conditions de financement et la durée de validité de l'offre. Donc le prix proposé en général, je pourrais rentrer dans le détail, mais c'est le prix du marché, voire même nous on va viser le prix en fait en dessous du prix du marché. Pourquoi? Tout simplement pour se protéger contre une volatilité et lorsqu'on revendra dans 10, 20 ans, même si on vend au prix du marché, on sera toujours gagnant. Donc l'idée c'est d'acheter au prix en fait en dessous du prix du marché. Les conditions de financement en général, c'est j'ai envie de dire la première partie, on va dire la première option qui permet de mettre un gros coup psychologique au vendeur, c'est d'acheter cash. Bon, peu de personnes peuvent acheter cash, même s'il y en a qui le font. L'autre partie, c'est tout simplement de dire bon voilà, j'ai déjà consulté la banque, j'ai un dossier bancaire qui est déjà prêt, ou j'ai déjà une option d'avoir en fait un prêt bancaire confirmé par la banque. Ça peut aider, sachant que quand on fait une offre, on peut parfois donner une lettre de la banque qui atteste le fait qu'on se fera prêter de l'argent. Et la durée de validité de l'offre, donc ça peut être 30, 60, 90 jours. En général, quand on est non-résident, partons sur 90 jours pour éviter d'avoir voilà, coup de pression de l'acheteur, etc. Sachant que, moi je l'ai déjà vu, si on dépasse les 90 jours et que le vendeur sait que la banque est sur le point de prêter, ils sont OK pour dépasser les 90 jours, voire même atteindre les 100 jours. Donc l'aide d'attention, qu'est-ce que l'aide d'attention et quand elle est utilisée dans le processus d'achat immobilier? Donc l'aide d'attention, c'est quoi? L'aide d'attention d'achat, on est intéressé par le bien immobilier, on va faire une lettre d'intention d'achat en disant, en stipulant le prix et pourquoi on est intéressé tout simplement d'acheter. Et effectivement, le fait de rassurer, d'avoir de l'épargne de côté, d'avoir eu des discussions avec la banque est OK pour financer. En général, quand c'est un premier prêt, il faut dire que voilà, en tant qu'investisseur, on va se lancer sur un premier prêt. Qui dit premier prêt dit facilité de se faire financer par la banque. Et s'il y a une confirmation de financement préalable par la banque, également le stipuler. Engagement contractuel, information sur les implications juridiques d'une offre d'achat et les droits et obligations des parties. Une fois l'offre acceptée, bien entendu, quand on fait une lettre d'intention d'achat, bon, après, il y a tout ce qui est partie compromis, bien sûr, mais voilà, quand on s'engage, il est important de mettre une date de validité de l'offre en disant, voilà, je suis intéressé, sans réponse sous X jours, l'offre sera caduque, parce qu'effectivement, derrière, on va dire, il y a toujours un risque que le vendeur dise, ah, tu t'es engagé pour acheter, là, tu fais marche arrière, etc. Voilà. Toujours mettre une deadline. La deadline permet également de mettre une pression psychologique au vendeur, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand le vendeur a une offre d'achat, en fait, c'est souvent le vendeur qui est encore plus stressé que l'acheteur. Parce que le vendeur, il se dit, si j'accepte pas, est-ce que j'aurai d'autres acheteurs ou pas? Donc voilà, c'est important de mettre ce petit critère de deadline au niveau de la date pour forcer, on va dire, le vendeur à répondre le plus rapidement possible. Moi, j'aime bien laisser un week-end entre la date d'expiration pour que l'acheteur en fait se pose des questions tout le week-end et pour qu'il ait, on va dire, la réflexion euh, et surtout la pression psychologique de répondre. Ce qu'il faut savoir, c'est que, alors moi personnellement, je pense que c'est beaucoup plus simple de négocier avec un vendeur qui vend pour la première fois plutôt qu'un marchand de biens qui est à sa 60e vente. Parce que là, le marchand de biens, il est habitué à ce genre de technique et des fois, bon, il ne répond pas et c'est à toi de le relancer.
tout simplement parce que c'est son métier, il sait comment les choses fonctionnent. Voilà, donc troisième sous-partie, conditions suspensives, l'importance des conditions suspensives dans le processus d'achat pour protéger l'acheteur en cas de problème. Donc là, je parle du processus d'achat. Donc, bien entendu, on a la lettre d'intention d'achat et après, on a le compromis. Et dans le compromis, effectivement, on peut avoir plusieurs clauses suspensives. Donc, j'en ai évoqué une tout à l'heure. Donc, première chose, au niveau de la lettre d'intention d'achat, on va mettre une date d'expiration. Donc si le vendeur ne répond pas avant la date d'expiration, la lettre d'achat est caduque. Et puis bien sûr, après, si on part plus loin dans le process, genre compromis de vente, dans le compromis de vente, on va avoir des conditions suspensives, genre acceptation du financement sous 90 jours. Admettons qu'on achète un immeuble ou un garage qu'on souhaite transformer en habitation. On peut mettre une condition suspensible de changement de destination de bien qui sera validée via le plan local d'urbanisme de la mairie. Bref, on peut mettre plein de conditions suspensives dans le compromis qui, bien entendu, sont toujours conseillées, qui sont mises dans le compromis avec l'aide du notaire. Donc première chose, définition et but, clarification sur ce qu'est une condition suspensive et pourquoi elle est incluse dans une offre d'achat. Donc une condition suspensive, c'est quoi? C'est une condition. Si la condition n'est pas réalisée, elle suspend le compromis en cours. Donc je donne un exemple. Je mets une condition suspensive d'obtention de prêt sous 90 jours. Si je n'obtiens pas mon prêt sous 90 jours, je peux rendre le compromis de vente caduque, sachant que le vendeur peut demander à ce qu'un effort particulier soit mis en place par l'acheteur, c'est-à-dire d'avoir 3 lettres de refus de banque au lieu d'une. Tout à l'heure, je parlais d'une condition suspensive pour le changement de destination d'un bien. J'achète un garage, le garage ne peut pas habiter dedans, je veux faire changer la destination auprès de la mairie locale, le faire cadastrer, etc., le passer en bien habitable. Si je n'obtiens pas cette autorisation, je rends le compromis caduque via la condition suspensible. Exemple courant, fournir des exemples de conditions suspensibles couramment utilisées dans les transactions immobilières, telles que l'inspection de la propriété ou l'obtention du financement. Donc financement, j'en ai parlé. L'inspection de propriété, je vais donner un autre exemple. J'achète un bien, je ne sais pas quel est le DPE du bien, est-ce qu'il est G, E, D? Le DPE n'est pas disponible. Je fais un compromis sur le bien, par contre je mets une condition suspensive à ce que le DPE soit noté D. Le compromis est en cours, le vendeur revient vers moi avec un DPE E, donc E supérieur à D, je peux annuler mon compromis. Sachant que je peux me servir du fait que E soit au-dessus de D pour, bien entendu, négocier le prix à la baisse. Donc voilà, tout ce qui est problème peut se transformer en opportunité quand on est un investisseur. Donc ça peut être intéressant. Autre exemple, dans mon compromis, je mets une condition suspensive d'obtenir le bien libre de tout occupant. Le vendeur n'arrive pas à sortir un des locataires, je peux suspendre mon compromis. Ou je peux tout simplement me permettre de ça pour renégocier mon prix à la baisse, ce que j'ai utilisé lorsque j'ai acheté un immeuble et qu'il y avait toujours 2 locataires dans le bien. Donc impact sur la transaction, comment les conditions suspensives peuvent affecter le processus de négociation et les étapes ultérieures de la transaction. Donc ce qu'il faut savoir dans les conditions suspensives, c'est qu'en général, les vendeurs, ils n'aiment pas trop les conditions suspensives parce que entre deux acheteurs, un acheteur qui n'aura pas de conditions suspensives et l'autre acheteur qui, lui, aura des conditions suspensives, en général, le vendeur, il va préférer forcément l'acheteur qui n'a pas de conditions suspensives. Donc, le fait en tant qu'acheteur de se positionner en n'ayant aucune condition suspensive, donc ça sous-entend qu'on a une capacité de financement qui soit béton, peut également mettre un coup de pression au vendeur et permettre de réduire le prix à la baisse. Mais bien entendu, si c'est le premier achat, il est quand même important de mettre des conditions suspensives pour se protéger en cas, par exemple, de défaillance sur la partie financement. Voilà, donc je termine, bien entendu, je termine cette partie. Si tu veux que je rentre un peu plus dans le détail sur les négociations, alors les stratégies de négociation, je peux en parler pendant 4 heures, il y en a énormément. Tout dépend également du profil du vendeur, du profil de l'acheteur, du profil de l'agent immobilier.
Donc voilà, si tu veux que je rentre dans le détail, je peux faire des scénarios, j'en ai plein. Et au niveau des négociations que j'ai eues, il y a eu vraiment des négociations qui ont été faciles, d'autres très compliquées et d'autres qui ont pris moins de temps, d'autres qui ont pris plus de temps. Mais bon, voilà, la négociation, c'est un art et c'est très, très, très intéressant parce que ça dépend beaucoup de la psychologie des gens. Des fois, il y a des coups de poker. Il faut savoir si la personne en face ment, est-ce qu'elle fait du bluff. Des fois, au lieu de dire la vérité, elle va dire, il faut que je demande à ma femme, à mon associé, etc. Alors qu'en fait, on sait très bien que la personne est décisionnaire. Donc voilà, si tu veux que je rentre dans le détail, dis-moi et je ferai un autre chapitre où je rentrerai dans les stratégies de négociation. Donc pour finir sur cette partie 3, je termine comme d'habitude par des citations. Donc première citation, Herb Kelleher, tout est négociable, que ce soit un plan de financement, un échéancier ou un prix. Effectivement, la partie financière, le prix, donc le prix est négociable avec le vendeur, la partie financière est négociable avec le banquier et on peut négocier, encore une fois, sur tout. J'ai envie de dire, si tu veux quelque chose, demande-le, tout est négociable. Deuxième citation, Jack Canfield, n'ayez pas peur de demander, la clé pour obtenir ce que vous voulez, de demander puis de prendre des mesures audacieuses. Effectivement, quand on veut négocier, il suffit de demander, on a envie de baisser le prix, on baisse le prix. Et j'ai envie de dire, une bonne négociation, c'est quand le vendeur nous dit non. Parce que quand le vendeur nous dit non, c'est à ce moment-là qu'il nous donne une contre-proposition et on sait qu'il ne souhaite pas descendre en dessous. Si le vendeur dit oui, trop facilement, c'est qu'on n'a pas assez négocié. Voilà, donc encore une fois, do something great, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à t'abonner pour que je puisse finir cette série de vidéos avec ta motivation. Et voilà, n'hésite pas, si tu penses que je devrais rentrer un peu plus dans le détail sur les techniques de négociation, n'hésite pas également à mettre ça en commentaire et je me ferai un plaisir de développer cette partie. Merci et je te dis dans la prochaine vidéo, dans la partie numéro 4.